Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous à ce magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Nous allons essayer d'analyser, nous allons parler des deux sujets. On parle bien sûr du processus électoral. Vous le savez tout comme que moi que le président de la CENI, Denis Kadima, a publié la liste des candidatures recevables et irrecevables. Et il a aussi juré quant à l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC. Alors on va aussi parler de cette table ronde qui a été organisée il y a peu à Kinshasa, une table ronde où on a parlé sur l'évaluation de l'état des sièges. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec mon invité. Il s'agit de l'honorable député national Victor Kitenge Kanyama. C'est ça, je n'ai pas massacré votre nom. Honorable, bienvenue. Merci madame. Oui. Merci pour votre invitation. Oui. C'est effectivement ça mon nom, Kitenge Kanyama Victor. Ok. Je pourrais ajouter Pene Kanyama parce que chez nous, dans ma coutume, lorsque un père meurt et que son fils le remplace, on ajoute un nom. Oui, on ajoute Pene pour dire le successeur de Kanyama. Ok, alors Pene veut dire successeur. Hein? Oui. C'est un peu comme le VPM Pene Apala, voilà. Successeur de Apala. Exact. Ah, j'ai bien compris, hein? Si on était là? C'est en tête là, oui. Ok, très bien alors. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que l'honorable Victor Kitenge Kanyama Pene Kanyama, il est député national, je l'ai dit tantôt, et puis il est au cadre de l'ADP, le parti cher au VPM, Christophe Lutundula. Alors, vous êtes honorable, vous êtes député national. Comment se passent les vacances parlementaires? Je viens d'ailleurs de séjourner dans le cadre justement de ces vacances parlementaires. Je viens de séjourner pendant plus ou moins 30 jours dans le territoire de Katakokombe, respectant ainsi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui veut que chaque député national puisse passer au moins 30 jours dans sa circonscription électorale. Donc je viens de passer au moins 30 jours. Je viens de passer plus de 30 jours à Katakokombe avec les électeurs. J'ai circulé par-ci par-là, non seulement au niveau du chef-lieu, je suis allé également dans les différents secteurs que j'ai visités pour voir, pour vivre de visu, c'est que nos populations vivent, voir si le gouvernement qui dans son programme, parce que c'est cela le travail d'un député national, en vacances parlementaires, voir si les programmes du gouvernement, tels qu'on nous le dit ici à Kinshasa, s'exécutent sur terrain, comme ils le disent ici. Et donc, c'est un moment important de la vie d'un parlementaire et du travail d'un parlementaire que de descendre sur terrain pour palper les réalités que vivent nos populations. En tout cas, là, vous faites vraiment l'exception, honorable député, laisse-moi vous le dire, parce que la plupart de nos députés nationaux aujourd'hui passent leurs vacances à l'étranger, ça c'est connu de tous. Mais alors, vous étiez sur terrain, vous êtes retourné dans votre base électorale pour voir comment les choses évoluent. Alors, qu'est-ce que vous avez pu déceler comme problème? Oh, madame, les problèmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, essentiellement au niveau politique. La situation, bien entendu, les gens sont en ébullition parce que bon, les élections s'approchent. Les gens sont... L'engouement est terrible dans les états-majors des différents partis politiques, sur place à Katako, avec les dépôts des candidatures et tout. Donc aujourd'hui, sur le plan politique, c'est ça l'activité qui retient l'attention de la plupart des gens dans nos milieux et surtout à Katakokombe. Alors, au-delà de cette question, au-delà de la question politique, il y a sur le plan économique des véritables problèmes, des casse-têtes. Et j'espère qu'avec le programme de 145 jours, on va arriver à trouver des solutions à certains problèmes qui se posent avec acuité, notamment le problème des infrastructures.
infrastructures à tous les niveaux, qu'elles soient routières ou les bâtiments administratifs. Fort heureusement, cela est prévu. La construction de ces bâtiments administratifs et des routes est prévue dans le cadre du programme de 145 territoires. Et cela donne un peu d'espoir à la population, mais à nous-mêmes aussi. Quand tu arrives à Lodja pour atteindre Katakokombe, c'est, je ne dirais pas un calvaire, mais c'est vraiment compliqué. La route n'est pas bonne du tout, elle n'est pas entretenue. Et ça pose de sérieux problèmes de circulation des personnes et des biens. Et donc, ça asphyxie, cet état de route, ça asphyxie l'économie du Sankourou en général et du territoire de Katakokombe en particulier. Il faudra forcément qu'on arrive à résoudre sérieusement cette question-là des infrastructures routières et que l'on mette en place un mécanisme d'entretien régulier des routes. Oui, sinon on risque vraiment de rater le coche, comme on dit. C'est très bien. Katakokombe semble être enclavé, c'est ça. Vous êtes député national, député de Katakokombe. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus pour cette population pendant votre mandat? Avant d'arriver à ça, je voulais ajouter un élément par rapport toujours à l'état des lieux de Katako actuellement. Il y a, au-delà de la question politique et économique, je peux parler de la question sécuritaire. Sur ce point-là, je peux dire qu'il y a une certaine évolution. Parce qu'il y a peu, il y avait des affrontements entre des différents groupes de gens là-bas. Mais maintenant, on sent quand même que quelque part, l'autorité de l'État plutôt tend à se réveiller, tend à se rétablir progressivement. On sent que ça commence à prendre vraiment corps. L'autorité de l'État, j'entends dire. Les barrières que j'avais déplorées à l'occasion de mes dernières descentes sur le terrain, les barrières irrégulières, notamment des FARDC, qui en profitaient pour rançonner la population déjà très pauvre. Déjà pauvre, et puis aussi être rançonné comme ça par des militaires. Bon, j'ai vu que ces barrières étaient levées, oui, et c'est pourquoi je voudrais bien dire merci aux autorités, tant civiles que militaires, qui sont intervenus pour que cela arrive. Voilà, je voulais ajouter cet élément sur la sécurité parce que c'est très important. À part infrastructure et économie, il y a aussi la sécurité, quand même, il y a évolution. Et vous, en tant que député, qu'est-ce que vous avez apporté à cette population? Ce que j'ai apporté à cette population, moi, je suis toujours gêné, très gêné de parler de ce que je fais. Il faut toujours le dire. Mais il semble qu'il faut le dire. Oui, obligé. Il paraît qu'il faut toujours en parler. Non, on a essayé, selon les moyens qui sont mis à notre disposition, j'entends moyens juridiques, constitutionnellement parlant, en tant que parlementaire. On a essayé au niveau du Parlement de faire ce qu'on a pu pour essayer de changer un peu certaines choses. Nous avons mené des démarches également, parce qu'il y a aussi un problème très sérieux de mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. Au niveau de l'enseignement aussi, il y a des enseignants qui ne sont pas mécanisés. Ce terme-là, entre guillemets, que je ne maîtrise pas trop, mais il semble que quand on n'est pas mécanisé, on ne touche pas son salaire. Là, on n'est pas vraiment, on n'a pas droit au salaire parce que on n'est pas mécanisé. Donc il y a des gens qui travaillent pendant des mois et des mois, des années pour certains, mais qui ne sont pas mécanisés et donc qui ne touchent pas leur salaire. Ça, c'est vraiment déplorable. Je risque même de dire c'est inhumain. On ne peut pas faire travailler quelqu'un sans pour autant avoir son dû, lui donner ce qu'on lui doit. On a essayé, ou plutôt nous avons introduit une demande auprès du ministère de la fonction publique pour voir dans quelle mesure il
pouvait progressivement prendre en compte ces agents et fonctionnaires de l'État qui ne bénéficient pas encore de ces salaires-là, et donc des efforts que fournit le chef de l'État dans ce domaine. Il ne bénéficie pas encore de ça. Et donc nous avons écrit officiellement au ministre de la fonction publique, au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour demander la mécanisation de ces agents et fonctionnaires de l'État. Très bien, oui. Oui, et nous attendons la suite. On m'a dit qu'on a pris en compte un certain nombre de gens, des listes que nous avons apportées. On attend de voir le résultat. Ça c'est de 1, de 2. C'est vrai que ce n'est pas mon travail en tant que parlementaire, mais je considère que j'ai une obligation naturelle d'intervenir lorsque je peux disposer des moyens qui me permettent de le faire. Nous avons mis en place, nous avons tout fait pour mettre en place un projet. Un projet dans le cadre de la société civile, un projet des coopératives, parce que je considère que le premier besoin aujourd'hui dans notre pays, cela est valable dans tous les territoires, si nous voulons vraiment faire un développement intégré, c'est l'encadrement de la population. Dans quel domaine alors? Dans le domaine que je trouve à notre portée, c'est le domaine de l'agriculture. L'agriculture, qui est même le cheval de bataille du chef de l'État. Qui est même, voilà, il a dit la revanche du sol sur le sous-sol. En tout cas, c'est une phrase forte qui devrait normalement être vécue dans les faits. La revanche du sol sur le sous-sol, comment moi je l'entends, comment moi je le trouve, comment moi je le veux, que cela se passe à travers la population. Oui, des projets du genre Bukangalonzo, bon, les gens peuvent en dire ce qu'ils veulent, tous les biens qu'ils veulent. Et moi, je me réserve quant à l'efficacité d'un tel programme sur le développement. Parce que si on veut un développement intégré, il faut le faire à la base. La base, c'est quoi? C'est la population. Or, l'essentiel de notre population vit grâce à l'activité agricole. Donc, cette population a besoin d'un encadrement dans ce domaine-là pour lui permettre de mieux faire cette activité, de la rationaliser pour un meilleur résultat. Voilà pourquoi j'estime que ce que nous sommes en train de faire maintenant à Katakokombe est très important. On a créé des petites coopératives à gauche, à droite. On a regroupé les gens. Il faut les responsabiliser. Les responsabiliser par rapport à leur vie, par rapport à l'amélioration de leur vie. Lorsque chacun d'entre nos frères et sœurs qui vivent dans le territoire de Katakokombe prend conscience de son état actuel et de la possibilité qu'il a de sortir de cet état grâce au travail qu'il fait. Pour moi, je vais applaudir. Voilà les efforts que nous sommes en train d'essayer de faire. Mais cette population est équipée avec le matériel pour la bien sûr que nous les équipons. On achète le matériel aratoire, on achète les semences, on leur demande de diversifier les cultures. Tu vois, chez nous, comme le riz est l'aliment de base, l'aliment de base. Mais c'est étonnant, Nourad, que la RDC importe le riz. C'est ça aussi le problème. Apparemment, vous n'avez pas beaucoup de choses. Vous n'avez pas fait beaucoup de choses très étonnants. Étonnant, vous dites. J'ajoute ridicule. Ridicule, Ridicule parce que... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous ne manquons rien. C'est ça, mais qu'est-ce que nous produire du riz. On ne manque rien. On a tout ce qu'il faut. Curieusement, on n'arrive pas justement à résoudre ce problème-là. Nous continuons à importer le riz de l'extérieur. C'est grave. C'est très grave. Ça veut dire que nous sommes des paresseux. C'est ce que ça veut dire. On ne travaille pas. Ça veut dire aussi qu'on n'encadre pas bien ceux qui travaillent, ceux qui cultivent, parce que chacun a un rôle à jouer. Chacun a une partition. Voilà. Chacun fait son travail
dans son secteur. Alors, si au niveau de la population, au niveau de nos bases, au niveau de nos frères et sœurs qui vivent dans nos milieux ruraux et dont l'essentiel, ça veut dire plus de 70% vivent de l'agriculture, si nous arrivons à les encadrer, nous allons produire beaucoup plus que nécessaire pour notre consommation. Nous allons exporter. Donc, pour ramener ces secteuries de Katakokombe à Kinshasa, c'est les problèmes d'infrastructure qui se posent, c'est ça? Pour ramener d'abord la production, il faut augmenter la production. Et puis, il faut travailler sur les infrastructures pour arriver à évacuer nos productions. Oui, des lieux de production vers les lieux de consommation. Par exemple, Kinshasa. Il n'y a pas que Kinshasa, il y a Kisangani, il y a tout. C'est pourquoi je plaide justement pour les travaux d'envergure, pour les infrastructures, pour l'amélioration des infrastructures dans le territoire de Katakokombe. Ok, je pense que si on vous donne un autre mandat, vous allez faire mieux, surtout pour la population de Katakokombe. Je ne suis pas candidat. Oui, mais vous serez député. Mais je pourrais être député. Il y a une possibilité que je le sois. Alors, au-delà de cette question des coopératives et dans notre intervention dans le domaine agricole et tout ça, il y a aussi qu'à Katakokombe, la régie des eaux n'existait pas. Ok. Mais l'électricité y est? Non. Non plus? Non. Bon, c'est vraiment encore... Il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas à Katakokombe. Énormément de choses à faire. Ok. Alors, nous nous sommes dit, les gens, quand on est en contact avec les hôpitaux ou les responsables et les médecins, et tout ça, ils nous disent, les maladies hydriques, c'est-à-dire liées à la consommation de l'eau impropre, sont légion là-bas. Nous avons dit que pour arriver à stopper cette situation de typhoïde par-ci, amibe par-là, ça c'est la consommation de l'eau impropre, la consommation essentiellement. Nous nous sommes dit qu'il faut leur donner de l'eau potable et faire de forage. C'est vrai que cela est prévu dans le cadre du programme de 145 territoires, mais ce ne sera pas suffisant. Nous avons décidé de nous lancer dans ce domaine, de donner de l'eau dans tous nos villages. Non seulement au niveau du centre de Katako, mais dans tous nos villages. Et pour ça, nous avons acheté le matériel. Déjà? Oui, nous l'avons acquis. Et il est sur place à Katakokombe. Et nous allons commencer ce programme-là dans quelques jours. Ah, bravo, coup de chapeau à vous. Je vous souhaite bonne chance. Je sais que c'est ira. Quand vous allez prendre l'autre mandat, de 5 ans encore plus tard, Katakokombe aura vraiment de l'impact par rapport aux autres provinces. Alors, honorable, on va maintenant parler de ces processus électoraux, puisque vous êtes député national. Vous avez aussi suivi la communication de la CENI. Le président Denis Kadima a essayé de rendre public la liste, plutôt les listes de candidatures et irrécevable. Alors, vous êtes de l'ADP. Comment avez-vous apprécié cette publication? Bon, comment apprécier si ce n'est applaudir pour le travail abattu par la CENI. Personne, ou plutôt très peu de gens, faisaient confiance aux propos du président de la CENI ou de l'ensemble de l'institution quand il disait que bon voilà, on va vraiment vers les élections et que le calendrier sera respecté. Donc c'est tout à son honneur, tout à son honneur d'avoir publié le calendrier, et là nous sommes en train de le respecter. Pour moi, je ne peux qu'applaudir, je ne peux que le féliciter du travail qu'il est en train d'abattre, lui ainsi que ses collaborateurs, qu'ils soient ici à Kinshasa ou ailleurs, à travers la République démocratique du Congo. Alors, c'est sur base de ce électoral que ces regroupements politiques ont été, disons, acceptés par la CENI. Vous, votre regroupement a satisfait quand même ce électoral, a répondu favorable? Mais bien sûr que nous avons satisfait. Notre regroupement politique a satisfait à toutes ces conditions-là. Oui, et c'est pour ça que nos candidats ont été, bien entendu, retenus. Oui, et nous avons des candidats à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo, en tout cas sur une bonne partie.
de la République démocratique du Congo, en tant que regroupement, mais aussi en tant qu'ADP. Ok. Voilà. Mais cette fois-ci, l'ADP a aligné beaucoup de candidats à la députation nationale et provinciale? Oui, madame. Nous avons aligné beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats ont été retenus sur la liste publiée par la CENI. Ok. Au total, combien? Oh, plusieurs. En tout cas, vous n'avez pas les nombres exacts? Non, mais en tout cas, plusieurs. Plus de 40. Ok, plus de 40. On sera même à 50 peut-être. 50 candidats. Mais dans le cadre du regroupement, on est au-delà. Oui. Ok. Alors, comment vous vous préparez pour ces élections? Ces élections, pour nous, c'est un test. Ok. C'est un test grandeur nature. Oui. Et un test de maturité. Maturité en tant que parti. Okay. En tant que parti, l'ADP existe depuis un certain temps, depuis plusieurs années. Oui. Mais je dis test aussi par rapport à la nouvelle équipe qui dirige l'ADP, notamment le secrétaire général qui est très actif. C'est aussi un test pour lui. Ainsi que nous tous qui sommes derrière lui, parce que n'oubliez pas que je suis le trésorier général du parti. Donc l'ADP va financer ses candidats. Donc vous allez les aider financièrement, l'ADP fait partie, il ne faut pas l'oublier, fait partie d'un regroupement. L'ADP fait partie également de l'Union sacrée, l'ADP du bon côté de l'histoire, il ne faut pas l'oublier. C'est la bonne part. Oui, ça veut dire que nous nous organisons et nous prenons très au sérieux ces échéances à venir. Et ne vous en faites pas, ça va être... c'est un moment très palpitant pour nous. Comme je le dis, c'est un test et nous nous y préparons sérieusement. Sérieusement alors. Le financement, le parti s'organise. Le parti s'organise, nous allons financer les candidats. Mais il ne faut pas oublier que les candidats aussi, lorsqu'on se porte candidat à une élection, il faut aussi se préparer. Quelque part. Oui, d'une manière ou d'une autre. On se prépare aussi. Se préparer, oui. Ce que le parti pourra apporter, il va l'apporter. Mais il faut... C'est un concours ce que le parti apporte. Mais principalement, le candidat lui-même se prépare aussi. À sa part, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez de particulier dans l'ADP? Qu'est-ce qui peut, en d'autres termes, qu'est-ce qui peut vous différencier des autres partis politiques? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui disent ADP. Bon, ce sont de partis politiques peut-être mallettes, mais qu'est-ce qui vous différencie honorable des autres? La particularité de l'ADP, la particularité, c'est l'excellence. L'excellence dans le travail. À l'image de notre leader, à l'image de notre modèle, à l'image de notre guide. Oui. Et je peux comme ça m'étaler en disant, parlant de ses qualités et tout ça, mais je retiens une seule, l'excellence dans le travail. C'est ça la différence. Nous martelons sur l'orthodoxie de la politique. La politique, c'est pas forcément un jeu ou une aventure où on dit c'est du théâtre. C'est pas du théâtre parce qu'on s'occupe de la vie des gens. On s'occupe de la vie des gens, on s'occupe de l'ensemble de la nation. On ne fait pas du théâtre, c'est pas de la blague, c'est pas des aventures. Ce n'est pas, en lingala on dit quoi? Les jeux des enfants là, lioto. C'est pas le lioto, la politique. Oui. L'état des sièges dans les deux provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. Vous êtes honorable député national. Vous êtes Kino en l'occurrence. Comment avez-vous apprécié cet état des sièges? Mais avant de dire ça, j'aimerais déclamer toute ma douleur. Toute ma douleur lorsque chaque fois que j'apprends qu'il y a des tueries dans le Nord Kivu, principalement, mais aussi en Ituri et dans une certaine mesure aussi dans le sud Kivu. Ça, je peux même dire que ça me touche dans ma chair, parce que j'y ai vécu, j'ai vécu dans le Nord Kivu pendant plus de 10 ans, où j'ai œuvré en
qualité de magistrat, j'ai été magistrat au parquet de Béni. Ok. Oui, c'est un milieu que je connais. L'essentiel de mes relations. Donc vous connaissez bien le lieu. L'essentiel de mes relations tissées dans le cadre de ma profession, de mon travail à Béni, sont originaires du Nord Kivu. Ok. Oui. Et donc, c'est une situation que je déplore. Et moi, dès le départ, j'avais salué. D'ailleurs, avant que ça n'arrive, je me posais la question de savoir, mais pourquoi ne prendrions-nous pas une telle mesure? L'état de siège s'imposait de soi. Ah bon? Au regard de la situation que nous vivions à l'est de la République démocratique, elle s'imposait. L'état de siège s'imposait de soi. Il n'y avait même pas de débat. Peut-être de questions maintenant d'organisation et tout. L'organisation qu'il fallait peut-être mieux affûter pour atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de cet état de siège. J'ai salué cette mesure prise par le chef de l'État. J'ai trouvé que c'était salutaire. Oui. Et maintenant, dans l'évolution de la situation, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à mettre fin à l'insécurité, on n'est pas arrivé à mettre fin définitivement, mais attends, il y a eu quand même des avancées. Aller à Béni, poser des questions aux gens qui vivent à Béni pour dire est-ce qu'on continue à couper les têtes comme on le faisait à l'époque d'avant l'état de siège. Posez-leur la question. Parce que ces assaillants, ces envahisseurs, ces bandits, ces criminels, ces terroristes étaient dans les environs de la ville de Béni. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Dans les environs de Béni. On ne parle plus de ça. Ce sont des gens qui ont fui et qui ont été confinés dans un coin quelconque. C'est-à-dire que le travail a été fait. Quand on analyse une telle question, faut pas rester partiel. Faut pas regarder à travers les œillères, comme on dit, à travers de trous. Non. Parce que lorsque vous regardez à travers les œillères, vous n'apercevez qu'une petite partie de la maison ou de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut avoir une vue globale. Est-ce que réellement l'état des sièges n'a pas donné des résultats escomptés? Moi je dis que si, ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Mais on ne dit pas que c'était parfait. Non, on ne dit pas que c'était parfait. Et c'est ce que je répète toujours. Chaque fois qu'on parle en République démocratique du Congo de réformes, si l'on ne tient pas compte du fait que le Congolais, d'abord le Congolais, si on ne tient pas compte des tares que le Congolais draine depuis des années, nous avons des tares. Lorsqu'on te confie une responsabilité aujourd'hui, le premier réflexe en tant que Congolais, c'est quoi? Ah, Bazoarambo, on est... Mais je te dis. Vous cherchez d'abord les tuyaux, hein? Mais je te dis. Comment s'enrichir? C'est-à-dire, chaque fois que nous prenons des mesures, si l'on ne tient pas compte de ça, nous risquons de passer à côté. Oui. Ah, Bazoakambongo, Ndengeni. Ah. C'est-à-dire, quand on prend des décisions très dangereuses, très graves plutôt, telles que celle de l'établissement de l'état de siège, nous devons prendre des précautions, des mesures d'encadrement draconiennes qui permettent à ce que finalement on arrive au résultat escompté. J'ai suivi il y a quelque temps le chef d'état-major général lui-même déplorer des détournements intempestifs des fonds destinés aux militaires. Lui-même, je l'ai suivi à la télé, il le déplorait. Alors, vous pensez que même s'il y a un état de siège, c'est ça le changement d'ordre de mentalité. Il faut qu'on change. Nous, les Congolais, nous devons apprendre à changer. Et puis,
Nous devons apprendre à nous prendre au sérieux. On vous envoie pour combattre l'ennemi qui attaque votre pays. Comment vous pouvez vous permettre de détourner l'argent? C'est ça les Congolais. C'est même inhumain. Oui, c'est vraiment inhumain. Vos frères et vos sœurs sont tués. Oui. Comment vous pouvez faire ça? Et vous pouvez cet argent-là tranquillement. Voilà, il y a ce problème-là qu'il faut prendre très au sérieux. Si nous l'avions pris au sérieux, cet état de siège serait à 90%, aurait à 90% atteint ses objectifs. Mais malgré ça, les résultats sont là. Il ne faut pas qu'on se leurre. Dire aujourd'hui que l'on arrête avec l'état de siège, c'est un aveu d'échec. Pour la République démocratique du Congo, et nos ennemis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, ils ont échoué. Ils ont échoué. Voilà, honorable, je suis vraiment obligée d'atterrir parce que les temps nous impactent, touche à sa fin, oui, vous parlez tellement bien qu'on n'a pas le temps de voir les minutage. Alors, vous allez donner votre conclusion, puisque là, on parle de l'état des sièges, commencez d'abord par ça. En tant que politique, en tant que député national, quelle est la meilleure solution à faire? La meilleure solution, c'est d'appeler d'abord, il faut un travail de conscientisation, tout ça, même si cela, bon, je ne sais pas. Mais il faut que les gens comprennent. Le Congolais doit comprendre que nous n'avons que ce pays. Nous n'en avons pas d'autre. Et que, quand bien même vous seriez riche, nul n'est autorisé d'être heureux tout seul. Même si vous êtes riche et que vous vivez autour de toi, il y a toute la pauvreté du monde. Tu vas être à l'aise? Non. Nous devons prendre conscience que à l'Est, les gens ont souffert énormément et que ce ne serait pas sérieux de notre part que nous prenions part à ces massacres-là, parce que les Congolais sont dans tous les mouvements rebelles qui viennent là-bas, rebelles et même terroristes. Les Congolais sont là-dedans. Il y a des Congolais inclus. Oui, c'est nous qui donnons la couverture. C'est nous qui ouvrons la brèche. C'est nous qui donnons la couverture aux étrangers. C'est nous qui leur donnons la couverture. Il y a des Congolais dans le M23. Il y a des Congolais, il y en avait dans le CNDP. Il y en avait dans tous les mouvements. Il y avait des Congolais. Maintenant, quand vous savez que l'étranger compose avec vous pour agresser votre pays, vous vous imaginez que lui, il vient pourquoi? C'est ça. Il vient parce qu'il vous aime vous, parce que non, il a son intérêt. Il a son intérêt. Donc aujourd'hui, je sais que l'une des solutions, c'est arrêter justement l'infiltration. À tous les niveaux. Je salue la décision qui avait été prise au niveau de la recommandation qui avait été prise au niveau de l'Assemblée nationale adressée au gouvernement pour interdire de signer des accords comme ça avec les mouvements dits rebelles, de parler des mixages et brassages. Ça, ce sont des mesures, de très bonnes mesures qui vont dans le sens d'endiguer un tout petit peu tout ce que nous avons comme des situations qui nous déstabilisent. C'est à travers ce genre de mécanisme qu'ils créent volontairement, intentionnellement, qu'ils intègrent nos institutions. Et dès qu'ils sont dans les institutions, c'est quand ils prennent des décisions, que ce soit dans l'armée ou ailleurs, ils prennent des décisions qui leur sont bénéfiques. Vous comprenez? Oui, je comprends. Oui. Donc, ouvrons l'œil. Oui, grandement. Et le bon. Quelles que soient les divergences politiques que nous pouvons avoir entre nous, mais ne faisons pas, ne disons pas non, mais comme on ne s'entend pas, comme les deux femmes devant le roi Salomon, comme on ne s'entend pas, voilà, on va prendre cet enfant-là, on le divise par deux. Non, soyons sérieux. C'est ça. Alors, honorable, un mot par rapport à votre parti politique et à votre électorat. Un mot par rapport à notre parti politique. Notre parti politique est en ordre de bataille aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les élections de 2023 sont pour nous un test important que nous entendons gagner.
Et donc, j'en appelle bien entendu à tout le monde, tous les membres du parti, hein, si je puis me le permettre. Oui, je vous en prie. Si je puis me le permettre, à tous les membres du parti de s'unir, hein, comme un seul homme, et chacun dans son domaine et dans son coin, de faire du mieux qu'il le peut pour que l'ADP, aux échéances à venir, sorte vainqueur, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Voilà, merci honorable d'avoir répondu à toutes nos questions. Et c'était un plaisir pour moi de vous recevoir pour le compte de ces magazines Questions électorales. Merci à vous. Je salue les gens de Katakokombe qui, je ne sais pas s'ils pourront suivre ça. Ils vont suivre. Merci à eux, parce qu'on est resté pendant plus ou moins 1 mois. Oui. J'ai passé un très bon séjour, comme d'habitude d'ailleurs. Je les encourage à continuer à se battre contre la faim, contre la pauvreté, parce que c'est grâce à nos propres efforts que nous allons nous libérer de l'étreinte de la pauvreté. Merci à vous. Ok, Madame, Messieurs, j'aurais recevé pour vous l'honorable député national Victor Kitenge Kanyama. Kanyama. Voilà, il est député national pour le compte de l'ADP, le parti cher à son excellence le VPM Christophe Mlutundula. Nous avons parlé ensemble avec lui sur le processus électoral. On a parlé aussi de cette table ronde qui avait pour objectif d'évaluer l'état des sièges dans les 2 provinces, Nord Kivu et de l'Ituri. Vous l'avez suivi copieusement. Il a parlé de son parti politique ADP qui a pour cible le capital humain comme centre de développement qui travaille aussi dans l'excellence. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas notre parti politique, adhéré à l'ADP. Alors merci beaucoup à toi Andric pour la réalisation de cette émission. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro avec...